Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons lancer notre premier talk show. Bienvenue à notre honorable invité, Monsieur Jean-Bruno Tanier, qui était de passage en Europe et qui a bien voulu se présenter à nous aujourd'hui pour notre émission. Bonsoir, Monsieur Jean-Bruno. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Moi, c'est Monsieur Fils Njatan, communicant, enseignant de sciences sociales, niveau supérieur et niveau secondaire supérieur. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes chez nous, à Mons, à Gemap, plus précisément dans notre lounge, le Touchdown, qui est notre partenaire, qui a bien voulu vous recevoir pour ce talk show. Donc, sans plus tarder, je vais faire une brève présentation de notre personnage à notre public. Alors, vous êtes Monsieur Jean-Bruno Tanier, né du côté des Gracides, plus précisément dans la région de l'Ouest Cameroun, fils d'un enseignant. Alors, votre cursus, vous avez obtenu votre baccalauréat en 1998 au lycée classique de Baganté. Par la suite, vous vous inscrivez à l'université de Soie, où vous ressortez diplômé d'une licence en droit privé. Alors, plus tard, vous intégrez l'ETSIC, qui est l'école des sciences supérieures des techniques des informations et de communication au Cameroun. À partir de l'ETSIC, vous devenez pigiste au journal Mutation. Et là, c'est le début d'une belle aventure. En 2007, vous intégrez le journal Le Jour. Par la suite, vous êtes nommé par décret présidentiel au Conseil national de la communication, où vous y séjournez pendant 3 ans. Très belle aventure d'ailleurs. Après 10 ans de carrière, vous avez rejoint Canal 2. Et en 2019, coup de foot, vous êtes limogé pour abandon de poste. Chose qui est très bizarre. Là, je crois que vous avez beaucoup à nous dire par rapport à ça. C'est bizarre que Monsieur Jean-Bruno Tanier, que nous connaissons aujourd'hui, est limogé d'un média. Avec tout le talent dont vous êtes pétri, avec pignon sur rue que vous avez et votre expérience, là, on souhaiterait en savoir plus. Mais nous y reviendrons. Alors, par ailleurs, vous avez une carrière en tant qu'écrivain. Écrivain dans le sport. En 2010, vous sortez Programmé pour échouer, qui est un livre dans lequel vous présentez la débâcle des Lions indomptables, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ensuite, 2014, vous enchaînez toujours avec un autre ouvrage sur les Lions indomptables, la tragédie des Lions indomptables. Et l'un, je ne vais pas me permettre de le dire, mais où certains parmi nous, jeunes, avons davantage pris connaissance de votre savoir-faire en tant qu'écrivain, c'est en 2019 où vous sortez Accordé avec faute de Aïdjo Abia. Alors, ici, on a briefé plus ou moins votre parcours d'étudiant jusqu'à votre parcours professionnel. Alors, en revenant sur les autres dates qui sont d'ailleurs importantes, notamment l'année 2021, où vous êtes nommé directeur de la campagne du candidat à la présidentielle de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Donc aujourd'hui, sur notre plateau, on va aborder sans détour, sans tabou, plusieurs questions qui font partie de l'actualité politique du Cameroun, parce que nous sommes des Camerounais, bien que aujourd'hui nous séjournons à la diaspora. Nous allons parler de la diaspora, quel impact, quelles solutions, quel apport au niveau du Cameroun. Et on va aussi caresser la sphère footballistique et la sphère migratoire, parce que de plus en plus, de nombreux talents partent du Cameroun pour s'exiler au Canada, aux États-Unis, en Belgique où nous sommes, en France, dans tous les corps de métier. Vous avez vos collègues dont je ne vais pas citer les noms pour éviter de faire la publicité, qui sont aujourd'hui au Canada. Je crois que vous y êtes. Parce que si on suit l'actualité de votre page Facebook, on voit que vous avez migré de ce côté-là. Vous nous en direz plus également quand nous allons aborder ces questions-là. Alors, sans plus tarder, je pense que nos téléspectateurs aujourd'hui, parce qu'il faut préciser, nous sommes en live, sont bien assez curieux de savoir quel est votre avis sur le climat politique actuel au Cameroun. On ne peut pas s'empêcher d'en parler parce qu'en octobre, c'est les élections. Est-ce que le président Paul Biya, 93 ans, va briguer un énième mandat à bientôt 100 ans? Donc,
Ici, la première question que je vais vous poser reste dans la sphère électorale. Il y a beaucoup de discours aujourd'hui sur les plateaux médiatiques au Cameroun, sur les réseaux sociaux. On ne peut plus s'empêcher de passer 24 heures sans avoir une punchline d'un ministre, d'un candidat de l'opposition. Alors, selon vous, avec votre lecture, votre expérience, quel est pour vous le candidat qui est susceptible de faire rêver les Camerounais qui, je ne m'abuse pas, ont besoin de changement, ont soif de changement, du renouveau? Oui. Merci pour la question et une fois de plus, merci de m'avoir invité à cet échange. Vous avez rappelé tout à l'heure que le président Paul Biya, il a 93 ans. Bon, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, mais surtout de préciser quand même qu'il est au pouvoir depuis pratiquement un demi-siècle. Il est arrivé au pouvoir en 82. Je n'étais pas encore né. Voilà, donc son âge à lui tout seul, bon, c'est vrai que à 93 ans, il n'est plus tout à fait jeune. C'est déjà quand même un problème, mais c'est surtout un problème le nombre de temps qu'il a déjà passé au pouvoir. Parce que voilà, si à 93 ans, il était peut-être à son tout premier mandat ou alors à son deuxième mandat, on aurait peut-être pu le comprendre, mais c'est quand même quelqu'un qui a déjà passé un peu plus de 40 ans de pouvoir, 43 pour être 43 tout à fait précis, et c'est à l'heure actuelle le plus vieux et le plus ancien dirigeant sur la planète. En activité. Voilà, ce qui ne nous honore pas. Après, vous avez m'avait demandé quel est le regard que je porte sur la situation, l'atmosphère politique au Cameroun aujourd'hui. Oui. Disons que c'était un regard avec un peu d'inquiétude quand même, parce que le Cameroun va avoir une élection présidentielle en octobre prochain. Oui. Et ce qui suscite cette inquiétude, c'est d'abord l'âge du capitaine. Le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, 93 ans, donc 43 déjà passé au pouvoir. Ce qui fait que cela suscite beaucoup de grincements de dents de la part d'un certain nombre de Camerounais qui auraient souhaité voir le président de la République passer la main à une autre génération dans son propre camp. Parce que le Cameroun, théoriquement, c'est une démocratie, donc normalement, la dévolution du pouvoir se fait par le biais des élections. Et donc, on ne peut pas dire qu'il va transmettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Non, il pouvait céder sa place de candidat à quelqu'un d'autre dans son camp pour permettre aux Camerounais d'avoir le choix entre ce candidat du RDPC et les autres candidats de l'opposition. Manifestement, ce ne sera pas le cas. Tout semble porter à croire qu'il devrait, une fois de plus, être candidat, et c'est une source d'inquiétude parce que il a l'âge qu'il a, et à cet âge-là, tout peut arriver. On ne le souhaite pas, mais imaginez, et je me rappelle, Ateba Yene le disait déjà dans les années 2010. Il disait un jour, supposez qu'on se réveille un jour, on nous apprend que le président, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le président de l'Assemblée. Et là, il le disait. Le président du... Oui, théoriquement. Et là, il le disait, nous étions en 2010. Okay. Nous étions en 2010. 15 ans plus tard. Voilà. La question donc, demeure. Vous voyez, la question demeure et la question se pose aujourd'hui avec encore plus d'acuité. Donc, il y a cette tension-là dans l'air parce que le désir de changement des Camerounais aujourd'hui, il est très, très profond. Quand vous regardez notre pays aujourd'hui, franchement, on aime bien notre pays, mais quand on regarde, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. La seule question que les Camerounais devraient pouvoir se poser avant de vouloir, pour ceux qui veulent lui refaire confiance, c'est qu'a fait le président Paul Biya, non pas de ses 43 ans qu'il a passé au pouvoir, mais des 7 dernières années. Il a été réélu, entre guillemets, parce que c'est une élection qui est quand même sujette à caution. Il a été réélu, disais-je, en 2018. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le bilan qu'on peut faire des 7 dernières années passées à la tête du Cameroun qui puisse justifier qu'il s'accroche pour un nouveau mandat? Donc, c'est tout ça qui est source de tension aujourd'hui dans la société camerounaise et qui installe le Cameroun dans une grosse incertitude quant à octobre prochain. Moi, je discute énormément avec les compatriotes, que ce soit ceux qui sont installés au pays ou ailleurs, mais l'inquiétude, elle est palpable, elle est visible.
parce que les gens en ont ras-le-bol, les gens expriment ce ras-le-bol-là, ils souhaitent le changement et tout, sauf que les voies du changement sont suffisamment verrouillées et c'est source de tension, comme je l'ai dit. Donc, pour répondre À cette question, en conclusion à votre question, je dirais que le regard que je porte sur la société camerounaise aujourd'hui à la veille de cette élection, c'est un regard assez inquiet et j'aimerais simplement que les faits et l'avenir me donnent tort. Ce serait tant mieux. Merci beaucoup pour ce pan de voile que vous laissez à cette première question qui est dans l'enjeu politique. Je vais rebondir sur une autre question. Alors, aujourd'hui, quand on regarde l'environnement des candidats aux prochaines élections, il y a un sujet, il y a une personnalité, un candidat. Je ne peux pas me permettre d'affirmer qu'il est candidat ou pas. C'est le professeur Maurice Kamto, dont la candidature ou l'annonce de la candidature fait beaucoup de débats. Pour mémoire, le professeur Maurice Kamto, qui est le président du MRC, dont le parti n'a pas été présenté aux dernières élections municipales et législatives, qui est une porte d'entrée pour la candidature aux élections présidentielles, n'a aucun siège à l'Assemblée nationale. Alors, il a déclaré qu'il sera candidat. Il y a encore de cela 2 semaines ou quelques jours, il était à Paris pour un grand meeting. D'ailleurs, que le professeur Grégoire Ouna a qualifié de façon péjorative, comme une blague, un amusement public. Alors, pourquoi beaucoup d'acharnement sur la personne du professeur Maurice Kamto? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et le second volet, est-ce que vous pensez que ce candidat-là incarne le changement ou une pensée vers un changement futur? Parce que 2 camps se soulèvent, ou plusieurs camps se soulèvent, sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, où on qualifie parfois les partisans ou les sympathisants du MRC comme des personnes extrémistes. D'aucuns faisant partie du gouvernement ont parfois qualifié de talibans. Le professeur Mathias Oronangini, c'est une expression dans laquelle il surfe beaucoup sur les plateaux de partis de talibans quand il veut parler des partisans du MRC. Alors, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que le professeur Maurice Kamto sera candidat? Si oui, est-ce que c'est une source de renouveau, d'espoir pour les Camerounais? Alors, j'espère que je vais me retrouver dans toute cette foultitude de questions, mais je crois que je vais y arriver et vous me corrigerez si jamais j'oublie de répondre à une question. J'observe personnellement qu'il y a pas mal de candidatures assez farfelues. Il y en a qui sont sérieuses parce que reposant sur quelque chose de solide, sur un socle qui est fort, qui a une machine qui a été préparée, qui repose sur un appareil. Ça, ce sont des candidatures qui me semblent un peu sérieuses et venant de candidats qui, par ailleurs, ont déjà fait l'expérience d'une élection présidentielle. Par contre, à côté, il y a également plein d'effets d'annonce des candidatures, comme je l'ai dit, qui sont farfelus, qui sont faites comme ça, juste pour animer la galerie et parfois aussi faire des yeux doux au pouvoir, parce que vous savez que parfois, le pouvoir a souvent contribué à payer les cautions de certains candidats pour leur permettre de faire partie de la liste. On en a une dizaine, mais au final, il n'y aura pas plus de 5 candidats. Parce qu'il y a d'abord quelque chose de suffisamment censitaire dans l'élection présidentielle au Cameroun, c'est la caution de 30 millions de francs qu'il faut payer. Et donc, il y a très peu de gens là qui seraient capables de rassembler même 1 million pour payer leur caution. Donc, je pense que tout ce cinéma-là, toute cette foire de candidature qu'on observe maintenant va s'arrêter. Et là, ça permet de répondre à votre question quant à la candidature ou non du professeur Maurice Kamto, le président du MRC. Je pense que c'est une querelle de droit. Et nous ne pouvons pas, dans le cadre d'une interview comme celle-ci, trancher une querelle de droit. Il y en a qui ont des arguments, d'autres qui ont des arguments contraires. Et je pense que celui qui va trancher, ce sera le juge électoral qui se trouve être le Conseil constitutionnel le moment venu, si jamais la candidature du professeur Kamto était retenue ou rejetée. Mais en tout cas, lui, il a dit à plusieurs reprises qu'il sera candidat et qu'il y a aucune entorse légale à une candidature de sa part.
Vous avez également parlé d'une certaine violence. Ça, je parle de vos mots. Non, avant la violence, vous avez parlé de l'acharnement. Ça, ce sont vos mots, voilà, oui. Qu'il y aurait contre le professeur Maurice Kamto. Effectivement, on peut observer, c'est factuel, hein, que le MRC est né dans la douleur et vit sa vie dans une forme de douleur institutionnelle, parce qu'il est pratiquement impossible au MRC d'organiser la moindre manifestation publique au Cameroun, ce qui est quand même absolument regrettable. On ne peut pas prétendre qu'on est dans une démocratie et un parti politique qui est légalisé, qui a des dirigeants qui sont reconnus et tout ça, un parti politique qui est légal ne puisse pas mener les activités qui reviennent au parti politique, c'est-à-dire les manifestations, les réunions publiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a quand même de la part du pouvoir une incohérence à ce niveau-là, c'est-à-dire que soit on assume d'être une dictature et on fait comme Aïdjo l'avait fait en 66 quand il a décidé de mettre fin au multipartisme pour que règne le parti unique. Là au moins je trouve qu'il était cohérent, c'est-à-dire que les partis politiques l'énervaient. Il a dit à partir de maintenant, il n'y a plus l'UPC, il n'y a plus tous ces partis politiques-là qui existaient. Il y a mis fin, il y avait maintenant que l'UC, l'Union camerounaise, sont partis. Là au moins, ça avait le mérite d'être clair, d'être honnête. Or, aujourd'hui, on prétend être une démocratie, mais les partis politiques de l'opposition, surtout ceux qui montrent une certaine, qui sont les plus représentés, qui essayent de ratisser l'âge, qui ont une base militante assez solide, assez forte, ne peuvent pas mener leurs activités. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, ce n'est pas normal. Oui. Sans toutefois vous couper, oui. Parlant de démocratie, il n'y a pas que la présence des partis politiques. Oui. Il y a la liberté d'opinion, oui. il y a la liberté d'expression, tout à fait. Il y a la liberté d'aller et de venir, oui, oui. qui sont également des Alors, acteurs et justement, au Cameroun, oui. les citoyens peuvent en bénéficier. Oui, oui. On voit très bien que sur les plateaux, il y a parfois des opposants qui se livrent de façon farouche non, c'est... pouvoir en place. Non, on ça, ne saurait pas dire que nous sommes dans oui. un système dictatorial. Oui, Donc, il y a plusieurs éléments. Il faut faire très, très attention et distinguer bien la différence qu'il y a entre la liberté d'expression et la liberté de bavarder. Parce que quand vous regardez les gens bavarder, se chamailler, s'engueuler sur les plateaux de télévision, est-ce que vous avez le sentiment que cela fait avancer le débat public? Moi, je pense que non. Au contraire, cette multiplication des débats abrutissent le peuple au lieu de les cultiver. Moi, je ne regarde plus les débats parce que tellement c'est mauvais. C'est-à-dire que les gens viennent raconter des bêtises sur les plateaux, on bavarde, on crie, c'est vraiment une foi d'empoigne. Donc, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Et je pense que le pouvoir fait ça à dessein. C'est-à-dire, on vous laisse vous défouler sur les plateaux de télévision, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on retient? Rien du tout. Les gens viennent raconter des choses qui sont totalement inacceptables. Mais vous avez parlé de la liberté d'opinion, la liberté, effectivement. Vous voyez, on appelle ça les libertés publiques. Et parmi les libertés publiques, le droit de manifester pour n'importe quel citoyen et encore plus pour un parti politique, c'est un droit. Et d'autres qu'un parti politique est privé de ce droit-là, c'est inacceptable. Donc, ça, c'était pour répondre à ce que vous avez appelé acharnement contre le professeur Kamto et son parti, ce qui est une réalité. On l'a vu dès 2012 à la création de ce parti. Moi, j'y étais. À l'époque, je travaillais pour le quotidien Le Jour, chef du service politique. Le Jour a été le MRC a été créé dans la douleur. On a interdit l'organisation du meeting de lancement du MRC qui devait avoir lieu à l'hôtel Hilton. Oui. Ils ont dû forcer la main à l'administration pour pouvoir tenir cette réunion de lancement des activités du MRC. Et donc, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ils vont de brutalité en brutalité. Je vous rappelle qu'il y a des militants du MRC qui sont encore en prison aujourd'hui, qui ont été condamnés par un tribunal militaire à 7 ans d'emprisonnement ferme, alors qu'ils n'avaient strictement rien fait. Quand vous prenez Alain Fogué, qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison? Rien du tout. Vous prenez Bibou Nissa, qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison? Rien du tout. Ils ont eu simplement la naïveté de penser qu'ils étaient dans un pays de droit, de liberté, de démocratie, où ils avaient la possibilité d'exprimer leur opinion, la liberté d'opinion dont vous parlez tout à l'heure, et malheureusement, ils se retrouvent en prison. Maintenant, pour revenir sur la brutalité, non, l'extrémisme, ça ce sont vos mots également chez les militants du MRC. Je pense que... Pas seulement chez les militants du MRC, mais entre plusieurs partis, notamment... Oui, mais c'est surtout ceux du MRC qui sont indexés, j'entends bien. Mais après, je pense
pense que que plusieurs artistes qui ont levé leur doigt. Récemment, je regardais la page Facebook de Kopo parce que moi, je surfe beaucoup sur l'actualité, même bien que j'évite parfois de donner des commentaires. Je trouve ça tellement dégoûtant et rabaissant qu'on se livre à de telles guéguerres. Kopo qui parlait de ça, d'extrémisme. Moustique le charismatique aussi a été attaqué par rapport à ce... Oui, moi je suis au courant de tout ça, mais je veux dire que l'une des choses qui moi me gêne au Cameroun, c'est que on a l'art d'attaquer les victimes et souvent de laisser tomber le bourreau. La vraie brutalité au Cameroun, il faut que les Camerounais le retiennent, c'est celle que ce pouvoir inflige au quotidien aux Camerounais. Ça, c'est la vraie brutalité. C'est ça, l'extrémisme, le vrai. C'est ce que le pouvoir inflige aux Camerounais au quotidien. Est-ce que vous avez des exemples palpables? Vous avez parlé, par exemple, j'en viens. Je vais vous rappeler. Il y a des militants du MRC aujourd'hui qui sont en prison. Ils n'ont rien fait du tout. Vous pensez que moi, si j'étais membre de la famille de Alain Foguet et je me retrouve ici en Belgique, mais je serais le premier à chaque manifestation qu'il y aurait contre le régime ici. Et je serais vraiment brutal. Parce que j'ai un membre de ma famille, je suis touché dans ma chair parce que j'ai un membre de ma famille qui est en prison pour rien. Vous pensez que si le frère de Bibou Nissak se retrouve à Paris, on dit qu'il y a une manifestation contre le régime, il va rester chez lui? Non, monsieur. Il va y aller et avec toutes ses tripes parce qu'il vit la violence de ce pouvoir-là dans sa chair. Après, c'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 insultes dans les réseaux sociaux qui existent partout dans le monde qu'on va dire que oui, les gens de tel parti sont extrémistes en oubliant la vraie brutalité, la vraie sauvagerie que ce pouvoir-là impose à des Camerounais depuis des années. Et je vais vous rappeler ce que Nelson Mandela disait. Nelson Mandela disait que c'est l'ennemi qui détermine les armes du combat. Si le pouvoir de Yaoundé veut que la scène politique soit saine, qu'elle soit civilisée, elle le sera. Mais s'ils veulent une scène politique barbare où on attaque, on brutalise les gens, évidemment, ils vont avoir la même réponse en face. C'est tout. Donc, pour moi, à un moment donné, c'est un peu fatigant que des gens viennent rappeler, oui, les militants du MRC sont violents et tout ça là. Oui, moi-même, je vois parfois des gens qui sont assimilés au MRC mener des actions qui peuvent parfois être violentes, il y a et tout ça là. Oui, mais cela ne doit pas masquer la vraie violence qui est celle que ce pouvoir-là inflige aux Camerounais et ça fait un peu plus de 40 ans que ça dure. C'est là que se trouve la vraie violence et non pas les petites chicanes que les gens ont dans les réseaux sociaux et qu'on voit un peu partout à travers le monde. Allez regarder la page Facebook du président Emmanuel Macron pour voir ce que les Français disent de lui. Allez regarder ce qu'on dit de Donald Trump aux États-Unis. Allez regarder ce qu'on dit même de Paul Biya lui-même sur sa page Facebook. Ça, c'est pour moi, c'est tout à fait, c'est quelque chose qui est inhérent au monde que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire celui des réseaux sociaux où sous le couvert de l'anonymat ou alors du fait de la distance, voilà, des faux profils, on peut poser des actes. Mais les actes de violence dont je vous parle sont ceux qui sont infligés par un pouvoir et qui utilisent les moyens de l'État pour écraser ses citoyens. Et moi, j'aimerais très bien que les artistes que vous avez cités tout à l'heure, je serais bien content de les entendre dénoncer ce genre de violence. Et puis, à un moment donné, j'ai l'impression que les gens croient que c'est une blague. Non, ce n'est pas la blague. Il y a des gens qui sont morts dans cette lutte-là. Moi, j'ai des images qui me hantent jusqu'à aujourd'hui, celles de Camerounais que moi j'ai vu à l'hôpital, enchaînés sur leur lit d'hôpital. Ah oui? Des gens qui sont morts enchaînés sur leur lit d'hôpital. Ils n'avaient rien fait du tout, simplement parce qu'ils ont été interpellés dans le cadre des manifestations publiques. Et après, on me dit non, les militants du MRC sont... N'était-ce pas une violation de la loi ou... Mais c'est une violation claire des droits humains. Mais de la loi. Est-ce que ces individus ou ces individus qui sont aujourd'hui en prison n'ont pas violé la loi? Mais quelle loi ils ont violé? Vous savez, sous le fallacieux prétexte de la violation d'une pseudo-violation de droit, on peut faire toutes sortes de choses. Bibou Nissak était chez lui. Un matin, il y avait des manifestations. On est venu lui dire que le délégué général à la Sûreté nationale veut le voir. Il est allé pour le rencontrer et jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus jamais retourné chez lui. Sa femme n'avait pas un dossier caché que... Non, il n'avait rien du tout. Et dans un état de droit, on n'a pas à avoir des dossiers cachés. Les dossiers doivent être publics. Si on a un dossier contre vous, on ne le cache pas, on le sort. Mais parfois, les enquêtes sont classées ou
interminable. Bah, si c'est classé, il n'a rien à faire en prison. L'assassinat du président Kennedy aux États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel est le coupable. Oui. Donc, il y a des cas où tout n'est pas sûr. J'entends bien, mais cet exemple, cette comparaison, non, c'est pas une comparaison, ne tient pas la route. Oui. Donc, c'est simplement ici pour vous dire que il faudrait qu'on fasse très, très attention quand on essaye de parler de violence, quand on essaye de parler, voilà, d'accuser des gens. Je pense que il faudrait qu'on regarde la vraie violence qui est celle-là. Un citoyen dans un pays n'a pas à être enchaîné sur son lit d'hôpital alors qu'il est même déjà injustement jeté en prison. Il en est mort. Qui va payer ça? Malheureusement, la vie humaine, c'est quelque chose de crucial, que parfois on en rigole, mais c'est la chose. Ah non, justement, il ne faut pas rigoler, parce que c'est ça justement le drame de notre pays. Tous ces morts-là, ils passent comme ça par pertes et profits. On n'en parle plus. Hein. Les gens, ils en rigolent. Vous parliez des artistes tout à l'heure. Moi, j'aimerais les voir dénoncer ces cas-là. Non, mais on a Malox qui fait beaucoup de sorties. On a Valtero qui sont des porte-flambeaux. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas de citer un tel ou un tel. C'est le principe qui, moi, de la globalité m'intéresse. Voilà. C'est-à-dire que c'est le principe qui, moi, m'intéresse. Tel ou tel qui fait ça, s'il le dénonce, c'est tant mieux. Mais je veux dire que ça doit devenir quelque chose de systématique. C'est-à-dire que nous devons rêver de notre société. De quel pays rêvons-nous? Quel est le Cameroun que nous voulons? C'est un pays où les gens ont un certain nombre de droits, où on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des journalistes qui ont été assassinés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est devenu. Je ne parle même pas du cas de Martinez Zogo. Il y a Wazizi. L'affaire est encore pendante. Vous parlez très bien de Wazizi, qui est mort. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plein d'autres cas comme ça. Oui, je l'espère. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une vraie violence qui est exercée par le pouvoir, et à côté, il y a les chicanes que les gens peuvent avoir dans les réseaux sociaux, et ça n'a rien à voir. Moi-même, j'en prends parfois gros, mais après, je ne vais pas me mettre sur la place publique, commencer à pleurnicher. On y reviendra d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le Cameroun, ou alors ce qui touche à l'avenir de ce Cameroun-là est beaucoup plus important que nos petites querelles personnelles qu'on peut avoir à travers les réseaux sociaux, il me semble. Ouais. Merci, Monsieur Tanier. Alors, pour sortir ici des débats politiques, on ne va pas s'éterniser. Il y a plein d'autres sujets dans lesquels vous allez encore nous faire montre de votre connaissance, de votre expérience. Alors, je vais revenir ici sur la question des journalistes, des hommes de médias, grosso modo, parce que vous avez cité le cas d'Ouazizi. La liberté de presse, la liberté d'opinion. Alors, il y a de cela quelques jours, quand le professeur Maurice Kamto revenait de son meeting, son gigantesque meeting à Paris, il a convoqué, les membres sont partis pour une réunion, et tout ce qui s'en est suivi, nous en sommes informés. Alors, à Yaoundé, il y a une image qui a circulé, où on s'en prend aujourd'hui à Rodik Togué, de Canal 2, pour avoir assister à cette foule nombreusement venue accueillir le professeur Maurice Kamto. Alors, ça m'amène à la question selon laquelle les hommes de médias, les journalistes, dans cette sphère électorale qui s'annonce, ont-ils le droit de prendre part ouvertement derrière un candidat? Et s'ils ne l'ont pas fait, est-ce qu'ils ont des restrictions pour se muter dans une foule pour accueillir en toute politesse un candidat comme l'a fait? Alors, il faut, oui, pour moi, c'est vraiment le prototype du faux débat, les querelles de chiffonniers. Vraiment, les Camerounais aiment ce genre de choses qui est... Mais il est attaqué par ses confrères, par vos confrères. Hein? J'aimerais bien voir le confrère qui l'attaque là-dessus. Et pardonnez-moi, si quelqu'un qui se dit journaliste l'attaque là-dessus, dites-lui de ma part qu'il est un imbécile. Parce que le rôle d'un journaliste, c'est d'aller sur le terrain, de collecter, traiter et diffuser l'information. Comment on collecte l'information? En allant sur le terrain.
Le travail de base d'un journaliste, c'est raconter ce qu'il a vu et entendu. Et pour voir et entendre, il faut aller sur le terrain. Et il me semble que c'est ce que Rodrigue Tongue a fait en se retrouvant dans ce meeting du RDP, du MRC. Demain, il y aura pas un meeting, c'était voilà, à une rencontre. Mais il y avait un événement en tout cas à cet événement du MRC, c'est-à-dire que le retour de Maurice Kamto à Yaoundé après les échauffourées qu'il y a eu, enfin pas échauffourées, après les événements qu'il y a eu à Douala. Donc pour moi, il y avait matière à information là-bas. Donc si un journaliste se retrouve là-bas, c'est normal. Ceux qui sont à blâmer, ce sont les journalistes qui ne sont pas allés là-bas. Ça veut dire qu'ils sont passés à côté de l'information. Un vrai journaliste aurait même suivi Kamto de Douala jusqu'à Yaoundé pour raconter comment a-t-il voyagé. Il était accompagné de qui? L'escorte militaire ou policière dont on parle là, c'était une escorte constituée de quoi? De policiers, de gendarmes? Est-ce que c'était mixte? Est-ce qu'ils ont fait un trajet direct? C'est bon à être su. Les Camerounais aimeraient être informés, avoir la bonne information, pas des journalistes qui vont à la recherche de cette information-là et non pas par les influenceurs qui racontent n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas formés pour le faire. Hein. Bien sûr. Journaliste, voilà, à ses règles. À ses canons. Voilà. Donc, qu'un journaliste se retrouve sur le terrain à la recherche de l'information, si on le lui reproche, pardonnez-moi, mais c'est fou, c'est bête de reprocher une telle chose aux journalistes. Et je rappelle que c'est ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, qui ne sont pas des journalistes. Parce qu'un bon journaliste, c'était l'événement ce jour-là. Et un bon journaliste devait y être pour collecter l'information, pour venir vous informer. Voilà. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Et cela me rappelle justement ce type de... j'ai eu droit à ce genre de commentaires à l'époque où j'étais... justement à Canal 2 et cela relève toujours de l'ignorance par les gens de ce qu'est le rôle du journaliste. Voilà. Donc notre rôle, il se résume à quelque chose de très très simple. Je connais quelqu'un qui définissait le journaliste comme quelqu'un qui raconte des histoires. Et donc pour raconter des histoires, il faut les avoir vécues. Le journaliste n'invente pas. Il va sur le terrain, il collecte des informations, il les recoupe, il traite et tout ça là, et il diffuse pour le compte du public. Et on ne le fait qu'en allant sur le terrain. Ça, c'est les 3 règles du journalisme que j'ai apprises par M. Xavier Messé, que j'ai eu comme enseignant quand j'ai commencé mes classes de communicants. Alors, on revient sur votre parcours. Vous êtes un homme à plusieurs casquettes. On va revenir sur votre parcours d'écrivain. Alors, vous avez écrit en 2019 Accordé avec faute de Aïdo Abia. C'est quoi Accordé avec faute? Pour ce public qui nous écoute, qui n'a jamais eu l'occasion de parcourir cette œuvre-là. Oui. Oui, effectivement, j'ai publié en 2019 un livre qui, le titre exact, c'est Accordé avec fraude de Aïdo Abia. Comment sortir du cycle des élections contestées. Très bien. En fait, j'ai écrit ce livre au lendemain de l'élection présidentielle de 2018. C'est là que j'ai fini le livre, mais je l'avais commencé en 2011. Parce que vous avez rappelé dans mon parcours professionnel tout à l'heure que j'avais travaillé pour le quotidien Le Jour. Et en 2011, j'étais le chef du service politique du quotidien Le Jour. Et donc, c'est moi qui ai coordonné un peu les pages politiques lors de l'élection présidentielle de cette année, de 2011. 2011 déjà. Oui. Donc, c'est moi qui j'étais le chef du service politique et donc j'ai coordonné l'animation de la campagne électorale et de l'élection proprement dite dans le quotidien Le Jour. Ce qui m'a amené, évidemment, à aller sur le terrain, à suivre les meetings de ceux qui battaient campagne pour le RDPC, de suivre des meetings des candidats d'autres partis de l'opposition. À l'époque, le SDF était encore assez fort. Il y avait également d'autres candidats. Et donc, à l'occasion de cette élection, j'ai assisté à un certain nombre d'impairs dans l'organisation de l'élection. Et c'est à ce moment-là que j'avais décidé d'écrire un livre pour parler du processus électoral au Cameroun. Donc, je l'ai commencé le livre en 2011 et c'est après la présidentielle de 2018 que j'ai également couvert, que j'ai pu finaliser le livre pour le produire. Et en gros, c'est un livre qui raconte le processus électoral. Et je dis dans ce livre-là que le Cameroun n'a jamais véritablement organisé d'élection
juste et transparente. Je rappelle que du temps Pourquoi cette affirmation? Oui, c'est documenté, où je rappelle que Ahidjo est arrivé au pouvoir parce que les colons français avaient triché pour lui. C'est-à-dire qu'on a fait voter massivement. Les colons français avaient triché pour Ahidjo. Pour Ahidjo. Parce qu'ils avaient intérêt, ils ne voulaient pas quitter le Cameroun. D'accord. Et au moment de partir entre guillemets, ils avaient besoin d'un dirigeant un peu fantoche qui va continuer à faire le jeu de la France. Et c'est pour ça qu'ils ont jeté leur dévolu sur Amadou Ahidjo et ils ont tout fait pour qu'Ahidjo arrive au pouvoir. Et tout ça a été fabriqué. Même à l'époque, à partir de 46 et tout ça, 56 et tout, demandez-vous comment l'UPC, qui était de loin le parti le mieux structuré, avec des dirigeants qui étaient compétents, brillants, qui avaient une vision, de toutes les régions, qui avaient une véritable vision politique pour le Cameroun, qui était très très claire, l'indépendance, la réunification, le relèvement du standard de vie des Camerounais, ça c'était un peu leur credo et tout, mais ils n'ont jamais gagné d'élection. Alors que les autres qui ne proposaient rien du tout, eux, ils les gagnaient. Pour une raison toute simple, c'est que l'administration coloniale française trichait pour le compte de Ahidjo. Ça, c'est une affirmation qui est quand même lourde. Oui, et c'est documenté. Oui, c'est documenté. Oui. Sur lesquels moi, j'ai lu des ouvrages qui reviennent là-dessus. Il y a Abel Eyinga. Abel Eyinga qui a écrit un livre là-dessus, j'oublie un peu le titre. Vous prenez Jean-François Bayard, qui a écrit là-dessus également. Philippe Gaillard qui a écrit un livre sur qui témoigne Ahidjo et qui donne effectivement tout ça là, sans compter également un administrateur colonial, pardonnez-moi, j'ai un peu oublié le nom, qui a publié un livre qui raconte, c'est écrit noir sur blanc, comment ils avaient pris des ballots de bulletins de vote qu'ils mettaient dans les urnes pour le compte de Amadou Ahidjo. Donc ce ne sont pas des affirmations gratuites. La fraude électorale a commencé déjà à cette époque-là. Et elle s'est poursuivie quand Ahidjo était au pouvoir jusqu'en 66, comme je vous le disais tout à l'heure, il met fin au multipartisme et donc maintenant il est en roue libre. Paul Biya arrive au pouvoir, il hérite de ce système de parti unique jusqu'en 1990 quand il est contraint d'ouvrir le champ politique. Parce que moi, j'entends parfois des gens raconter des histoires du genre, c'est Paul Biya qui a apporté la démocratie et le multipartisme au Cameroun. Si vous entendez quelqu'un dire ça, riez un bon coup. Parce qu'il raconte n'importe quoi. C'est peut-être faute de connaissance aussi. Oui, peut-être. Ou alors c'est la propagande. Mais en réalité, c'était une contrainte. Il y a eu un vent de démocratisation, entre guillemets, qui a traversé toute l'Afrique et le Cameroun ne pouvait pas rester à la traîne. Donc, il a été contraint d'ouvrir le jeu politique en revenant au multipartisme. On a vu par exemple au Congo Zaïre de Mobutu où il a donné le multipartisme en pleurant à chaudes larmes. Il n'était pas chaud pour ouvrir le jeu politique. Il pleurait à chaudes larmes, mais il y avait comme une contrainte sur sa tête et sur la tête de beaucoup, et beaucoup d'autres dirigeants africains de cette époque-là d'ouvrir le jeu politique. La France de Mitterrand avait subordonné l'aide publique au développement à l'ouverture démocratique lors de ce qu'il avait appelé la conférence de la Baule. La conférence de la Baule. De la Baule, oui. Voilà. Et donc, Mitterrand, il subordonnait l'aide publique au développement à cette ouverture démocratique de la part des pays africains. Et c'est dans la foulée qu'on a eu les vents d'Est qui ont balayé un certain nombre de dirigeants de l'Europe de l'Est, les Ceausescu qui sont tombés, il y a eu les événements de la place Tiananmen en Chine, ainsi de suite. Donc c'était vraiment une mouvance à laquelle beaucoup de pays africains n'ont pas échappé, dont le Cameroun. Donc, dit que Paul Biya est l'homme qui a gentiment donné la démocratie et le multipartisme au Cameroun, c'est du pipeau. Voilà. Donc, il est contraint d'ouvrir le jeu politique en 1990 avec le retour au multipartisme. Les partis politiques voient le jour et on en crée beaucoup. Et les premières élections qu'on organise, il y a d'abord les élections législatives et municipales. Le RDPC est battu. Le RDPC est battu
Et pour sauver sa majorité à l'Assemblée nationale, il a dû aller chercher un certain nombre d'alliés avec des dirigeants politiques comme les Dakole Daïsala, ainsi de suite. C'est ça qui lui a permis de sauver une certaine majorité. Et la première élection présidentielle, après le retour au multipartisme, a été très, très difficile pour le RDPC. Frundi est arrivé second, je crois, avec en quelle année 92. 92. Frundi est arrivé second, une élection officiellement. qui a été contestée, hein? Très, très contestée, parce qu'officiellement, Paul Biya a gagné, je crois, avec 37%, et Frundi, c'était 35%. Enfin, c'était dans ces eaux-là, les résultats. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de témoins avec qui j'ai discuté quand j'écrivais ce livre disent que non, en réalité, Frundi avait gagné et on a simplement inversé les résultats. Mais c'est-à-dire ici, on a donné... c'est des déclarations importantes. Est-ce que nous avons des traces qui peuvent prouver? Non. Évidemment, non. On ne laisse pas ce genre de traces. Mais mais il y a des témoignages. Voilà, vivants. Il y a quand même des témoignages qui sont concordants. Moi, j'ai discuté par exemple avec quelqu'un comme Monsieur Gaga Aman Adi, qui faisait partie de la coalition qui avait porté la candidature de Frundi. Et il y a plein d'autres témoignages là-dessus. Il y a également les rapports du NDI, le National Institute of Democracy, qui est dirigé par le Camerounais Christopher Fomiou, qui réside aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de choses. Et pour une raison, le RDPC est passé à côté d'un échec pour une raison qui est toute simple. C'est-à-dire que Paul Biya et son pouvoir n'avaient pas encore l'ingénierie de la fraude électorale. Ils ne maîtrisaient pas encore. Parce que c'est un savoir-faire. Oui, c'était le retour au multipartisme, les premières élections dont ils n'avaient pas encore huilé la machine. Et vous avez vu qu'après l'élection présidentielle de 92, toutes les autres élections qui vont suivre, il va les gagner vraiment avec des scores russes. Les scores soviétiques. Vous voyez, donc 97%. Voilà. Son score même de la présidentielle de 2018, il semble que ça l'a beaucoup énervé, hein, parce qu'il n'avait que 78%. C'est faible quand même. C'est pas le résultat du suffrage universel. Donc aujourd'hui, et donc dans mon livre, je montre que l'élection au Cameroun est devenue un simple instrument de légitimation d'un pouvoir et non un jeu électoral transparent avec une compétition saine. Donc, c'est un peu ça que je raconte dans mon livre Accordé avec fraude de Ahidjo Abiya, comment sortir du cycle des élections contestées. Et je conclus mon livre en disant que le Cameroun attend toujours d'avoir son premier président élu, le premier président élu de son histoire. Ok, très bien. Merci pour ce bref résumé assez enrichissant de votre ouvrage.